Bonjour à tous, bonjour Twitch, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, parce que là on est sur un live ultra événement. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné pour ce live dédié à un sujet. On va parler optimisation de votre rémunération, ce qui c'est quand même absolument génial. On va parler des nouveautés en matière d'ARE, ça va être incroyable. Et donc, pour traiter ce sujet aujourd'hui, je suis accompagné de Patrick et Émilie. Patrick et Émilie, bonjour. Salut David. Vous allez bien? Vous êtes en forme? Prêt à nous parler de ce super sujet? Ben oui, parce que je pense que c'est un sujet qui intéresse tous les entrepreneurs. Alors, on va déborder. Je sais que tu ne vas pas parler simplement que de rémunération, on va parler de revenus en règle générale. Mais bon, allez, je vais te laisser parler, David. Yes. Alors du coup, déjà j'en profite. Salut à tous dans le chat. Salut Kraus. Merci pour ton abonnement, ça fait super plaisir. Salut Petit Gouda. Donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat, puisque à la fin, là, on va vous parler. On a préparé quelques sujets qu'on veut vous donner, des infos qu'on veut vous donner. Mais après, bien sûr, on prendra les questions pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser, notamment sur l'optimisation de revenus. Moi, ce que je voulais qu'on commence, c'est qu'on a vu passer des trucs. Émilie, Patrick, vous avez fait une vidéo sur ce qui change en matière d'ARE, en matière d'ARS. Et alors, je crois que là, c'est dans moins d'une semaine. Est-ce qu'on peut revenir sur ce truc et jusqu'à où ça nous impacte en tant qu'entrepreneur? Est-ce qu'il faut changer sa stratégie? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces nouveautés? Oui, il y a eu pas mal de changements. Même, en fait, c'est vrai que c'était quelque chose qui était annoncé par Patrick depuis un petit moment déjà en vidéo. Le fait que, déjà, il y a eu une phase où on a baissé l'indemnité de ceux qui n'étaient pas assimilés salariés. Donc, ceux qui sont gérants majoritaires de SARL, par exemple, pour eux, tous les mois, il n'y avait que 70% déjà de l'ARE de base. Ça, c'était un peu la première mauvaise nouvelle de l'histoire. Donc, ça a été annoncé déjà en fin d'année dernière. Et là, c'est généralisé maintenant à tous les allocataires de France Travail. Donc, ils sont tous concernés, tous ceux qui sont en tout cas TNS. Voilà, les TNS sont concernés. Pour le moment, les assimilés ne l'étaient pas, mais il y a une nouveauté qui s'applique à tous, malheureusement, c'est celle du plafonnement en fait, des droits à chômage. Jusqu'ici, on avait un certain volume d'ARE, on va dire, donc le taux journalier fois le nombre de jours auquel on a le droit, on va dire que ça donne une sorte de capital chômage. On avait le droit de récupérer 100% de son capital chômage, même avec cette petite retenue de 30% dont on parlait juste avant. Mais là, désormais, il y a un plafonnement pour tous ceux qui, finalement, ont une rupture de leur contrat de travail à partir du 1er avril 2025. C'est surtout ces personnes-là qui sont concernées par ce changement de règles. Eux ne pourront plus avoir 100% de leur capital chômage, peu importe le montant d'indemnité mensuelle. Hein. Ils ne pourront plus avoir que 60%. Un peu comme si on était à l'ARS, finalement. Donc, on n'a plus 100% de son chômage. On va continuer à bien être indemnisé sur les bases anciennes. Donc, 70% pour les TNS, 100% pour les assimilés, mais jusqu'à ce qu'on ait atteint, finalement, 60% de son capital chômage. Donc, en gros, ça reviendrait à réduire la durée de l'indemnisation. D'accord. Du coup, finalement, il y a un alignement. Ils veulent pas verser plus aux personnes qui choisissent ARE que ceux qui choisissent ARCE, finalement, d'une certaine manière. C'est une manière on veut donner la même somme à tout le monde. Vous avez une enveloppe, soit vous la prenez tous les mois, soit vous la prenez en deux fois. Et du coup, je pose la question un peu naïvement, hein, mais du coup, ça vaut pas plus le coup de prendre son capital là maintenant, et je prends 30% maintenant plutôt que de prendre un petit morceau tous les mois? Non, pas tellement. Hein. On pourrait être tenté, hein. On pourrait être tenté, c'est vrai, mais il y a quand même un inconvénient, enfin plusieurs inconvénients du point de vue social avec l'ARS. C'est que d'une, tu cotises pas pour tes trimestres de retraite. De deux, tu vas te retrouver avec la perte de ta portabilité. Parce que jusque-là, quand tu es au chômage, si tu as cotisé à ta mutuelle d'entreprise précédente de ton employeur, tu peux quand même pendant 12 mois avoir ta mutuelle gratuite, ta prévoyance gratuite. Donc, c'est quand même pas rien. Et ça marche avec l'ARE. Il faut être au chômage indemnisé, mais ça ne marche pas avec l'ARS. Donc, il reste quand même au moins cet avantage-là. Ok. Donc, globalement, ça reste quand même plus intéressant d'aller chercher son ARE tous les mois, profiter de cette portabilité. Souvent, c'est sous-estimé, hein, l'importance de ce type de droit qu'on peut se maintenir. Donc,
priori, pas de changement de stratégie. Et j'avais vu passer une nouveauté concernant Lars, sur le fait que si on reprend un emploi salarié, on se met en situation difficile. C'est ça. À partir du moment où tu reprends... Alors, pour l'instant, c'est un job à temps plein. Si jamais tu es à temps partiel, normalement, ça devrait quand même te permettre d'obtenir ta deuxième moitié de capital. Mais honnêtement, je pense pas que ça va durer très longtemps et je sais pas comment ils l'estiment. Mais en tout cas, là, c'est clairement établi maintenant. Si tu reprends un emploi salarié à temps plein à côté de ta créa, tu ne perçois pas ta deuxième moitié d'Ars. Ok, donc c'est un peu dommage. Ok. C'est très très dommage parce que bon, après il y a quand même une précision à apporter dans tout ça, c'est que ces 60% là, c'est comme l'Ars, c'est voilà, tu plafonnes ton capital, mais si jamais malheureusement ta création d'entreprise ne se passe pas comme prévu et que tu peux faire état de difficulté, en principe tu peux récupérer derrière ton indemnisation, tes 40% restants sous forme d'ARE. Mais bon, en général c'est pas l'objectif quand on se lance quoi. Effectivement. Pour ça, c'est les nouveautés côté ARE. C'est quand même des sujets méga importants. C'est pour ça que je voulais revenir dessus. Il faut savoir quand même, il y a aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent se lancer grâce à ce dispositif. Beaucoup d'entreprises qui se créent grâce aussi à ça. Hein. Donc, à chaque fois que le législateur vient taper dans ces dispositifs-là, ben, en fait, c'est aussi des entreprises qui payent un peu ça quand même. Hein. Ouais, ça n'a pas toujours été le cas, hein, David. Hein. Tu sais qu'avant le régime, on a atteint l'apogée ces derniers mois, mais dans les années 90 ou 2000, en fait, ce n'était pas aussi bon. C'est-à-dire qu'on revient en fait 15 ans en arrière en matière d'aide aux entreprises. Comme l'a dit très justement Émilie, la SASU, un impôt sur les sociétés, demeure quand même le système où tu touches le plus. Alors, le plus vite, en fait, ton AEOS, donc c'est quand même assez, il faut le noter, donc ça reste et ça demeure, la SASU, un impôt sur les sociétés, demeure le choix ultime en la matière. Il reste effectivement que la portabilité qui n'existait pas il y a 15 ou 20 ans est désormais possible et n'est pas remise en cause. Donc c'est quand même assez cool. Bon, on sait pourquoi ce n'est pas remis en cause, puisque c'est les entrepreneurs tous qui le payent à travers une solidarité, à travers les cotisations patronales, alors que de réduire France Travail, c'est directement France Travail à qui ça bénéficie. Donc en fait, les efforts sont toujours plus portés sur les entrepreneurs que portés sur l'administration, clairement. Merci beaucoup Patrick pour cet éclairage. Hyper intéressant. Je vais rassurer tout de suite The42 qui nous demande si ça a un impact pour celui qui s'est déjà lancé. SASU avec ARE à côté, donc déjà en cours, pour rassurer tout le monde. Si jamais ton contrat de travail prend fin à partir du 1er avril. Émilie, c'est bien ça? Je vois que tu fais oui de la tête. Donc si ton contrat de travail se termine à partir du 1er avril, tu fais une démarche d'inscription à France Travail pour être bénéficiaire de l'ARE, et bien là, tu vas être dans ce nouveau dispositif tel que Émilie l'a décrit. Voilà. Il y aura toujours des possibilités en pratique de demander auprès des conseillers France Travail, en insistant un peu fortement, de bénéficier de l'ancien régime. Hein. On l'a vu quand ils ont commencé à l'appliquer pour les SRL. Alors, la date n'avait pas été définie d'ailleurs avec France Travail, c'est un peu une guerre des clochers puisque chacun fait un petit peu comme il a envie au niveau des régions. Mais je pense qu'avec une bonne discussion avec son conseiller France Travail, il y a possibilité d'avoir quelques exceptions. Et certains passeront à travers, c'est quasiment sûr et certain. C'est vrai qu'on le voit, hein, nous, les entrepreneurs qu'on suit régulièrement, d'un France Travail à l'autre, il y a quand même des pratiques qui sont un peu différentes, même sur ce qui est demandé dans les justificatifs, les PV, dividendes, pas dividendes. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui arriveront à profiter un peu de ce flottement, au moins pendant un certain temps, et c'est tant mieux pour elles. Je vous propose, parce que le thème, là, je voulais qu'on commence par cette actu qui est vraiment importante, mais je voulais qu'on parle revenus et qu'on parle rémunération, des astuces. Et des astuces que moi j'aime bien appeler ARE-proof. Je crois que je vais poser un nom, une protection sur le terme ARE-proof. Des revenus, parce qu'on le sait, quand on se lance, on touche l'ARE, on a une baisse de ses revenus. C'est mécanique, puisque l'ARE, c'est jamais 100% de sa rémunération qu'on avait avant. Et souvent, on va chercher des compléments de revenus pour essayer de maintenir son ARE,
pas avoir donc de perte de rémunération, pouvoir garder le même niveau de vie en fait, de manière assez simple. Quelles sont ces astuces qui peuvent nous permettre d'optimiser ses revenus, garder son niveau de vie et puis fiscalement que ça fonctionne bien? Si vous avez les principales astuces que vous donnerez, où vous dites, attendez, vous avez créé votre boîte là où il n'y a pas longtemps, vous allez le faire, vous devez savoir ça. Qui veut commencer? Ouais, moi je veux bien commencer. Je vais commencer par les choses qui paraissent tellement évidentes que parfois on les oublie. Le fait en fait de travailler de chez soi, voilà, tout simplement. Quand on crée une société, il faut nécessairement trouver un lieu d'exercice. Alors ça peut être une boîte aux lettres, mais c'est quand même assez difficile de travailler dedans. Enfin, je plaisante en disant cela, mais c'est le lieu du siège social. Et qu'on soit propriétaire ou qu'on soit locataire, dans 90% des cas, on démarre de chez soi. Voilà, c'est aussi basique que cela. Et donc, l'idée, c'est de dire, puisque je consomme un espace matériel au sein de mon logement, comme je consomme de l'électricité, du gaz, de l'eau, etc., pourquoi est-ce que je ne mettrai pas à contribution ma société pour payer en fait une partie de mes charges? Parce que tu parlais tout à l'heure de rétribution et tu parlais de revenus. Clairement, si quelqu'un prend à sa charge tes dépenses, du coup, tu as besoin d'avoir moins d'argent pour pouvoir vivre. Et donc, du coup, l'idée, c'est de dire, voilà, on va faire une mise à disposition d'une partie de notre local d'habitation auprès de la société. On va déterminer un prix qui va avoisiner, si on est locataire, à peu près 30 à 40% du prix global, ou si on est propriétaire, on va essayer de trouver un prix au mètre carré qui est cohérent avec le marché. On va rajouter là-dedans l'électricité, le gaz, l'eau, l'abonnement Internet, l'abonnement de tout ce que l'on veut. Et derrière, ça nous fait une petite formule magique qui est payé par la société, qui est totalement compatible avec l'ARE, donc le fameux ARE Proof, comme tu en parles. Bon, le label est mis. Le label est mis, ça y est, maintenant. Après le Waterproof, il y a l'ARE Proof. Tu remarqueras d'ailleurs que les 3 lettres sont compatibles avec Water aussi. Et donc, de façon très concrète, on se retrouve à, du coup, disposer de revenus, certes imposables, soit dans le cadre d'un micro BNC si on est locataire, ou de revenus fonciers ou micro-fonciers si on est propriétaire. Mais quand on fait les calculs, non seulement c'est compatible, donc on peut venir rajouter à ses propres revenus. Si la société ne dégage pas suffisamment de chiffre d'affaires au début, ce n'est pas grave, il faut quand même le mettre. On le mettra dans ce qu'on appelle compte courant d'associé, ça veut dire qu'on inscrira comme une dette que la société devra payer, et quand la société aura les moyens de nous donner l'argent, elle pourra nous le donner, et comme ça, on sera peinard. Je pense que ça, je qualifierais ça quasiment d'hygiène fiscale, un peu comme on se brosse les dents le matin pour avoir une bonne haleine. Et bien là, pour avoir de bons revenus peinards, on met ça en place. C'est facile à mettre en œuvre et c'est pas remis en cause par qui que ce soit. Petite astuce pour terminer. Bien évidemment, vous irez voir votre assureur préféré, celui que vous avez. Vous lui demanderez une extension de l'activité, d'une extension de l'habitation principale et c'est gratuit, pour votre société. Ça signifie que demain, votre ordinateur, il crame, et ça brûle le bâtiment, vous êtes assuré. Vous n'avez pas fait cette demande, l'assureur, il pourra vous demander, il pourra vous dire tout simplement, votre siège social a mis le feu à votre habitation principale, tant pis pour vous. Donc, grosse méfiance là en la matière. Tous les assureurs ne le font pas, et tous ceux qui le font gratuitement. On a une question sur le sujet, donc j'en profite pour te la poser tout de suite. Cassiane qui est à l'écoute de Saint-Patrick, voilà, ça c'est sympa. Mais Cassiane, moi je le connais, c'est un habitué. Ce qu'il aime, c'est il cherche le contrôle fiscal. C'est il demande si je multiplie les sociétés de mon logement principal en étant propriétaire. Suis-je en capacité de solder mon prêt IMO? En gros, est-ce que je peux multiplier les loyers de sociétés que je mets chez moi et du coup, finalement, à la fin, j'encaisse plus d'argent que ce que je paye de loyer. Je mets 5 sociétés et finalement, j'encaisse plein de loyers et je paye mon prêt sans problème.
Alors, ça serait bien, et dans l'absolu, quand on réfléchit bien, certains en font leur métier. Je pense notamment aux sociétés de domiciliation. Elles peuvent avoir 10 mètres carrés, j'exagère en disant ça, allez, 50 mètres carrés et avoir 5000 sociétés à l'intérieur. Bien sûr. Maintenant, ça devient un véritable métier à part entière. Est-ce que, en cas de contrôle fiscal qui soit sur toutes les sociétés au même moment, est-ce qu'il pourrait juger effectivement que ça ne devient plus une indemnisation, parce que c'est ça dont il s'agit, mais un véritable métier, ça c'est un autre débat. Donc, je pense que si on était au-delà, on pourrait être remis en cause par l'administration fiscale. Dans ces cas-là, si on en avait plusieurs, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait peut-être que tous payent, ça c'est pas un souci en tant que tel, mais peut-être un peu réduire. Et notamment, par exemple, je pense aux frais de chauffage ou d'électricité, on ne peut pas avoir plus demandé d'argent d'électricité qu'on ne reçoit dessus, puisque par définition, c'est une indemnisation. Donc, il y a un petit risque fiscal en l'occurrence. Mais encore une fois de plus, il y a 3 sociétés, ça paraît assez normal que la somme des 3 soit plus qu'une seule. Parfait. Je crois que ça répond de manière totalement exhaustive. Merci beaucoup, Patrick. On a plein de questions qui arrivent sur ce sujet-là. Bonjour, à la création de ma SASU, j'ai dû déclarer dans le questionnaire relatif à l'activité professionnelle pour le SIE le nombre de mètres carrés occupés pour les besoins de mon activité. Oui. Si je veux louer une partie de ma maison, est-ce que je dois me limiter à ces mètres carrés que j'ai déclarés à l'administration? Alors, en théorie, oui. Comme ça, on aurait une certaine cohérence, puisque la première question en fait, qui est posée par l'administration fiscale au niveau du nombre de mètres carrés, c'est pour retirer la fameuse contribution foncière des entreprises. Mais bon, on n'en est pas tenu complètement. C'est-à-dire qu'au début, on peut très bien répondre en disant que ça faisait ça. Et puis, dans les faits, ça, c'est passé à ça. Donc, il n'y a rien de dramatique non plus à avoir un peu plus. Par contre, il ne faut pas avoir dit j'ai 2 mètres carrés et puis après, un mois plus tard, c'est loué de 500 mètres carrés. Il faut essayer quand même d'avoir un truc qui résonne un petit peu. Et au pire du pire, on peut refaire une modification de la CFE l'année suivante. Oui, donc après, il est toujours possible de contacter le SIE pour dire l'année d'après, bon, finalement, c'est plus 2 mètres carrés, mais 20. Et puis, il est possible de modifier. Ça, je vais faire mon juriste, vous en doutez. Je vous rappelle que pour faire cette mise à disposition de son local, il faut rédiger un petit contrat. C'est pas un gros truc, mais ça vous protège juridiquement, c'est important de le faire. Et du coup, si vous le faites cette année avec les mètres carrés que vous avez déclarés au SIE, rien ne vous empêche, l'année prochaine, vous changez votre déclaration, et puis on a fait un avenant à la convention, puis on met la nouvelle superficie. C'est pas gênant. L'important, c'est que ça soit cohérent, que l'histoire qu'on raconte, elle fonctionne bien. Exactement. Je vous propose, on reprendra les autres questions après, mais je vous propose quand même d'avancer, parce qu'il y avait un deuxième truc qui marchait et on voulait parler. Émilie, je crois que c'était toi. Oui, c'était concernant les indemnités kilométriques. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous indemniser, vous, en tant que propriétaire du véhicule, pour le temps que vous le mettez à disposition de votre entreprise, tout simplement. Donc, c'est un barème qui est publié par l'URSSAF. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce barème, c'est le même que celui des salariés, c'est la même pour tout le monde. C'est un maximum. Donc, ça veut dire que si à un moment donné, vous souhaitiez partir sur un barème inférieur, si vous avez une 5 chevaux et que vous voulez partir sur 3, c'est pas interdit. Maintenant, ce serait pas intéressant, puisque l'objectif, c'est de récupérer le plus possible d'indemnités. Donc, dans ce cas, on va se mettre au maximum de la puissance fiscale sans la dépasser, parce que l'idée, c'est que ce soit pas transformé en salaire par l'URSSAF qui vous réclamera ensuite des cotisations sociales là-dessus. Ce serait un peu dommage. Donc, les indemnités kilométriques, c'est parfait. Ça permet de bien prendre en compte tous les kilomètres parcourus pour les besoins de l'activité. Il faut quand même pouvoir les justifier. Parce que si, par exemple, vous avez un contrôle de l'administration et que vous avez fait plus de kilomètres en indemnité kilométrique qu'il y en a sur le compteur, ça va pas marcher. Ça peut faire des rapprochements avec les factures des garages, notamment. Mais voilà, l'idée, c'est de rester sur quelque chose de raisonnable, de pouvoir justifier de ses déplacements en clientèle, à la banque, tout ce qui est nécessaire finalement à l'exercice de l'activité. Et ces indemnités kilométriques, c'est ça. C'est vraiment vous indemniser pour l'utilisation du véhicule. Et c'est sans charge, et c'est au recours. Bon, le truc aussi sur lequel il serait super cool de parler, c'est notamment tout le rachat de matériel personnel. Parce que lorsqu'on débute, il est rare quand même qu'on n'ait pas au moins un ordinateur, une tablette, un smartphone,
enfin, 2-3 bricoles, effectivement, qui permettent de commencer dans la vie professionnelle. Et moi, ce que je recommande, en règle générale, eh bien, c'est de tout vendre absolument à la société, tout ce dont on utilise. Bon, le grand avantage, c'est que tout simplement, on se trouve toujours dans un système qui va permettre en fait de vendre à la société son smartphone, etc., à un prix d'occasion, hein, bien évidemment. On va inscrire ça toujours en compte courant d'associé. Et donc, les deux vertus dont je parlais tout à l'heure, la première qui était notamment que ça permet cette fois-ci de récupérer de l'argent, et la deuxième vertu, sans impôt cette fois-ci, hein, puisque c'est un peu comme si on vendait sur le bon coin, et la troisième vertu dont on n'a pas parlé tout à l'heure, elle est là, c'est que tout simplement, lorsqu'on fait des dépenses, eh bien, avec 100 € de dépenses, eh bien, on économise par exemple 25 € d'impôts sur les sociétés, finalement, ça ne coûte que 75. Donc, pour faire ultra simple, pour la société, ça coûte 75 € et le dirigeant récupère 100. C'est que du bonheur en la matière. Franchement, c'est quasiment magique. On se dit, mais tu viens de créer de l'argent, quoi, d'une certaine manière. Ça coûte moins cher à la société que ce qu'elle donne aux dirigeants. Il n'y a pas d'impôt. C'est absolument génial. Trop bien. Vous pouvez continuer à poser des questions dans le chat, on les prendra juste après. On va continuer, on a encore des sujets qu'on s'est notés pour vous. Et on voulait, celle-là, on a parlé d'astuces pour optimiser, des méthodes qui sont ARE-proof. Mais ça, c'est quand on parle, on va dire, des compléments de revenus, finalement. Souvent, on se pose la question, moi, est-ce que je dois prendre de la rémunération ? Alors, si j'ai l'ARE, pas l'ARE, et même si j'ai pas l'ARE, est-ce que ça vaut le coup de prendre de la rémunération ? Est-ce que je n'aurais pas plutôt tout miser sur des dividendes ? Comment, moi, en tant qu'entrepreneur, qui me lance dans l'activité entrepreneuriale, qu'est-ce que je dois avoir en tête pour ma rémunération ? Ce à quoi il faut que je fasse gaffe. Comment ça va fonctionner ? Alors, de façon très concrète, on va distinguer deux situations. Tu as l'ARE ou tu n'as pas l'ARE ou tu n'as plus l'ARE. Quand tu as l'ARE, j'aurais tendance à dire que tu peux faire ce que tu as envie. Tu as envie de te rémunérer, il n'y a pas de souci. Dans ces cas-là, ton ARE va diminuer et il va être retransformé en jours supplémentaires. Pour faire ultra simple, et vraiment ultra simple, hein, tu gagnes 1500 balles par mois avec l'ARE, tu décides de te donner 3000 € de rémunération nette, eh bien ton ARE va être suspendu pendant 2 mois et va être reporté 2 mois supplémentaires. Tu étais parti avec 18 mois, tu te retrouves avec 20 mois, dont 2 mois, rien. C'est très schématisé ce que je vais, hein, c'est pour vraiment faire comprendre pédagogiquement comment ça fonctionne. Donc voilà, ça c'est à peu près l'ARE. Quand tu n'as plus l'ARE ou que tu n'as pas l'ARE, alors là, c'est un autre monde. Un autre monde, pourquoi ? Parce qu'en France, on veut que tout le monde cotise aux cotisations sociales. Voilà, ça c'est un grand principe. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, c'est pour pouvoir accéder à un standing en matière de revenus différés ou aléatoires. Alors, revenus différés, la retraite, ou de revenus aléatoires en cas de maladie, notamment des indemnités journalières. Et donc, la personne qui va tout miser et qui n'a pas l'ARE, qui va tout miser par exemple sur des dividendes ou sur des revenus de style revenu foncier ou je ne sais quoi, en se disant jamais je n'ai envie de cotiser aux cotisations sociales parce qu'après tout, on le voit bien, à partir du moment où on est en France, on peut bénéficier de toutes les prestations sociales sans même cotiser du tout. Eh bien là, la patrouille arrive rapidement. Et la patrouille, elle arrive comment ? Elle arrive de 2 manières. Elle arrive avec ce qu'on appelle la taxe Puma. Alors, ça n'a rien à voir avec le félin d'Amérique du Sud. Hein. La pauvre bête, elle y est pour rien du tout. C'est tout simplement un principe que c'est une taxe qui va frapper toutes les personnes qui se donnent en dessous de 9 420 € net à l'année. D'accord ? Donc, toutes les personnes qui gagnent moins que 9 420 € net fiscal déclarés dans les traitements et salaires, donc il faut rajouter à peu près 20%, 10% plus 20%, 10% pour l'abattement, 20% pour les revenus salariales. Donc, on arrive à 11-12 000 balles, donc 1 000 € par mois pour simplifier vraiment la vie. Tant qu'on n'arrive pas à 1 000 balles par mois qui sont soumis à cotisation sociale, soit dans le camp des micro-entrepreneurs, dans ces cas-là, il faut peut-être multiplier par 2, ou dans le camp des salariés, et dans ces cas-là, c'est ça, ou
si on a son conjoint ou sa conjointe, puisque ça se calcule par foyer fiscal, eh bien, on risque la taxe PUMA. La taxe PUMA, donc, c'est une taxe qui frappe toutes les personnes qui ne cotisent pas suffisamment d'un point de vue social et qui, parallèlement, ont d'autres revenus, comme des revenus mobiliers, des revenus immobiliers, donc des revenus fonciers par exemple, qui ont par exemple du BIC qui n'est pas soumis, je pense notamment à toutes les SASU à l'impôt sur le revenu, qui risquent d'être frappés. Et dans ces cas-là, l'État, bam, envoie 8% de plus par rapport aux taxes que les gens peuvent payer sur les revenus qu'ils ont pu avoir. Donc ça, c'est le premier truc, c'est la taxe PUMA. La seconde, pour toutes les personnes qui ont envie notamment d'avoir des indemnités journalières, là, il faut prévoir plutôt 2010 € très exactement de salaire brut mensuel lorsqu'on est président assimilé salarié pour pouvoir bénéficier de revenus en cas de maladie. Eh bien, il faut cotiser sur une base mensuelle au moins de 2010 €. Et il faut avoir justifié au moins de 6 ou 12 mois précédant l'arrêt maladie. Et puis, on pourrait parler bien évidemment de la retraite. Quelqu'un qui ne cotise pas ne va pas valider ses trimestres de retraite et il ne pourra pas valider ses points de retraite. Je pense notamment à l'ARCO et à la GIRC. Tout ce que j'ai dit, c'est vrai pour tous ceux qui ne sont pas à l'ARE. Quelqu'un qui est à l'ARE, on oublie tout ce que je viens de dire, mais tous ceux qui n'en bénéficient plus ou qui n'en ont pas, par contre, là, alerte s'agissant de tout ce que je viens de parler. On a une question en lien direct avec justement l'ARE et la rémunération. Waram Sorb nous demande, ne faudrait-il pas profiter de l'ARS la première année, alors je pense que c'est plutôt l'ACRE, exo partiel des charges sociales, en se reversant du salaire, égale le recul de mes ARE, d'autant plus la deuxième année, favoriser l'ARE et prendre des dividendes en complément le temps de la fin de l'ARE. Et est-ce que ça, finalement, c'est pas encore plus vrai compte tenu de l'actu que tu nous as donné, Émilie, tout à l'heure? Alors, juste sur le fait de cumuler dividendes et ARE, et pour moi, c'est pas sans risque. Oui. Alors, en tant que TNS, clairement, c'est fichu. Ça marche pas parce que c'est soumis à cotisation sociale. Donc, ouais. Mais même en tant qu'assimilé, donc en tant que président de SAS, pour moi, il y a un risque parce qu'on a déjà eu des échos de personnes qui, effectivement, avaient dû restituer une partie des cotisations, enfin, une partie de l'allocation qu'elles avaient reçue, alors que pour d'autres, c'est passé comme une lettre à la poste. Ça dépend vraiment des contrôles qui sont faits par les agents de France Travail. Mais de manière générale, on déconseille parce qu'en plus, ils peuvent très bien s'en rendre compte tout simplement en allant réclamer l'avis d'imposition et voir que des dividendes ont été versés. Et c'est vrai qu'un de leurs arguments pour retenir 30% sur les retenues, enfin sur les ARE des TNS, c'est de dire bah ouais, mais c'est au cas où vous preniez des dividendes. Voilà. Peut-être que vous n'en prendrez jamais, c'est pas le problème, mais c'est au cas où. D'ailleurs, c'est vrai qu'en tant que TNS, on prend rarement de dividendes, donc il faut arrêter un peu les bêtises. C'est un des arguments. Donc, dividendes et ARE, pas trop. En revanche, sur le fait de profiter de l'ACRE pour justement avoir des cotisations sociales hyper faibles, mettre un peu de charge sur la société aussi, parce qu'en début, quand on ne se paye pas, souvent, on se retrouve avec un résultat qui peut être excédentaire et puis pas mal d'impôts à payer, d'IS. Donc, il y a cet intérêt-là, réduire les charges sur la société, avoir son petit complément de revenu et surtout prolonger aussi son indemnisation. Ouais, ça s'entend tout à fait. Parfait. Il y a d'autres questions, mais on y reviendra peut-être après. J'aurais bien aimé qu'on avance sur les autres éléments de rémunération qu'on voit aussi souvent. Alors, je sais que c'est des mécanismes qui souvent sont vus un peu complexes, d'autant plus ils ont tous des acronymes un peu barbares. Un peu barbares. Un petit peu. C'est vrai qu'on les commence à les connaître, mais certains sont déjà connus. Oui. Je pense que... Enfin, là, on parlait tout à l'heure, je parlais d'hygiène, pareil, il y a des trucs simples à mettre en œuvre. Enfin, Émilie, tu vas nous en parler, je suppose, sur l'épargne salariale. Mais on pourrait dire que sans avoir de salarié, il y a au moins un truc que tout le monde pourrait faire, c'est les fameux chèques CESU, chèque emploi service universel. Tout le monde les connaît, en titre particulier. Et bien là, il y a l'espèce de petite magie qui fait qu'une société peut très bien acheter pour son dirigeant, alors même qu'il n'a pas de salarié, les fameux chèques CESU. Pour faire simple, la société achète, donne au dirigeant et le dirigeant le redonne à des personnes qui viennent tondre le gazon, peindre, mettre un coup de peinture dans le bâtiment, donner quelques cours de leçons auprès des enfants. Bref, je ne sais pas combien de possibilités il existe de services d'aide à la personne pour utiliser ces chèques CESU.
mais c'est un max quand même. Hein. Et c'est déductible du coup pour la société, donc pour elle, on va refaire l'économie d'IS que tu nous expliquais aussi tout à l'heure. Exactement. J'ai fait une vidéo là-dessus et ça montrait effectivement que oui, on n'a pas la réduction d'impôt sur le revenu du fait du chèque de CESU, mais malgré tout cela, c'est vachement plus avantageux de passer par la société. Et pas de cotisation sociale, tu disais, Émilie, dessus. Pas de cotisation sociale et pas d'impôt sur le revenu pour le bénéficiaire en dessous des plafonds. On est aux alentours de 2400-2500 euros par an. Mais c'est toujours ça de prix. Voilà. Ok. Donc effectivement, comme Patrick le disait, l'avantage du CESU, c'est que même sans salarié, on peut en profiter. Il y a d'autres choses à partir du moment où on a un salarié qui sont très intéressantes, mais en général, ça nécessite un équivalent temps plein dans l'entreprise. Donc, on ne peut pas se contenter de faire un contrat de 10 heures à son époux, par exemple, dans la société pour y avoir droit soi-même en tant que dirigeant. Hein, ça marche pas. Il faut vraiment un équivalent temps plein, même sur plusieurs salariés à temps partiel, ça fonctionne. Mais c'est l'épargne, tout ce qui touche à l'épargne salariale. Alors l'intéressement, forcément, ça c'est très intéressant parce qu'on peut panacher un peu les modalités de calcul pour les faire coller vraiment à la stratégie de l'entreprise, c'est top. Et pour l'entreprise, ce qui est génial, c'est que sur les petites boîtes, il n'y a pas de forfait social. L'intéressement, tant qu'on respecte bien les plafonds, il n'y a pas de cotisation de sécurité sociale comme pour un salaire, par exemple. Et pour le bénéficiaire, forcément, il en a plus dans la poche à la fin. Et un plus, si jamais il décide de mettre ça sur des plans, dont les acronymes dont tu parlais, David, qu'on connaît bien, PEE, PERECO, l'avantage de ces plans-là, c'est que certes, c'est bloqué. Pour le PE, il y a des cas de déblocage anticipé quand même. Mais on a en plus l'avantage, donc déjà de ne pas avoir payé les cotisations sociales, mais surtout de ne pas payer d'impôt sur le revenu sur les sommes qui sont versées sur les plans. Et en plus, on peut avoir l'abondement de l'entreprise qui lui-même est exonéré de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu quand il est mis dans le plan. Donc c'est super plan ça. Ouais, ça peut même donner droit à des crédits d'impôt aux familles. Oui. Donc c'est vraiment des outils qu'il faut pas laisser de côté, quoi. À partir de quand vous dites, vous conseillerez à un entrepreneur de dire vas-y, intéresse-toi au PEE, au PERECO, à partir de combien de temps? Parce que par exemple, là on a parlé de la convention de mise à disposition, des ICA avant tout ça. Ça c'est des choses, il faut y aller tout de suite. On a créé sa boîte, c'est l'hygiène fiscale que tu disais, Patrick. Finalement, ça de toute façon, il faut y aller. Mais ces éléments-là, un peu plus... on a le sentiment que c'est un peu plus de formalisme, c'est un peu plus lourd. À quel moment vous dites c'est le bon moment, là pour les personnes dans le chat, les personnes qui regardent cette vidéo, à quel moment on leur dit allez, intéressez-vous à ça, ou venez nous voir, on va regarder votre boîte et on vous dit peut-être que ça dépend des boîtes. Comment on envisage ça? Peut-être il y a deux points. Pardon, vas-y Patrick. Je reprends ce qu'Émilie a dit. Quand tu es dirigeant et que tu as ton conjoint, ta conjointe, s'il ne travaille pas à temps plein, le dirigeant ne peut pas en bénéficier. Mais par contre, le conjoint ou la conjointe, même à temps partiel, peut en bénéficier. Donc moi, j'ai tendance à dire, à partir du moment où tu as, ça n'existe pas, un dixième de salariés, ou plutôt un salarié qui travaille un dixième du temps, parce que sinon, ça ferait vraiment une petite personne. On va avoir des problèmes. Oui, non, puis c'est pas le cas, bien évidemment. Mais à partir du moment où tu occupes une personne salariée à temps complet ou à temps partiel, tu peux déjà t'en préoccuper. En plus, si tu fais les choses, si les choses sont faites intelligemment, je pense aux contrats d'intéressement notamment, ce qui intéresse justement sur les performances de l'entreprise, tu n'as pas besoin d'être 10, 20, 30, 50 ou 200 ou 500 pour pouvoir le faire. Tu peux commencer tout de suite à le faire avec une personne. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile de le faire quand il y a peu de personnes que quand il y en a beaucoup. Ça, c'est garanti. C'est plus impactant. Oui, tu as raison. Très bonne remarque. Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces infos. Moi, il y avait deux sujets que j'avais gardés en tête. Je voudrais qu'on en fasse un dernier, si vous avez quelques minutes encore. C'est peut-être rapidement la stratégie de dividende en entreprise. Est-ce que ça va recouper un peu avec ce qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est souvent des questions qu'on a vis-à-vis des dividendes parce que c'est un sujet important pour les entrepreneurs. Quand on est dirigeant, on a créé sa boîte. À un moment donné, on se dit, il me faut des dividendes quand même. J'ai envie de récupérer un peu de pognon quand même. Je me vis bien en entrepreneur. Moi, si j'étais je vous le dis tout de suite, je serais entrepreneur. À un moment donné, je me dirais, attends, il faut que je récupère un peu de pognon quand même. Et les dividendes, ça semble être une voie assez naturelle pour récupérer de l'argent. Et quelle stratégie? Alors peut-être revenir un peu sur comment ça fonctionne. Comptablement, officiellement, vous êtes des experts, donc je pense que vous pouvez peut-être nous apporter 2-3 précisions. Et puis voilà, quelle stratégie il faudrait avoir vis-à-vis des dividendes
Est-ce que c'est un tout petit complément? Est-ce que des fois, ça vaut le coup de se dire, allez, j'y vais, je prends tout? Quelle serait la bonne méthode s'il y en a une? Bah, la première, déjà, c'est quel est le pourcentage que tu as du capital. Oui. Si tu as 50%, ton raisonnement va être différent que si tu as 100%. 100%, on peut dire que les dividendes sont un élément de substitution de rémunération. C'est-à-dire que là, tu peux commencer à raisonner complètement à tout va. Maintenant, tu as par exemple 60% du capital, tu as 40% qui ne t'appartiennent pas et qui sont à des proches ou ta famille ou d'autres personnes. Le raisonnement est fondamentalement différent, d'accord? Parce que par définition, tu vas partager avec d'autres. On prend la situation où tu as tout, d'accord? Tu as 100%. URL, SASU, URL, on a dit c'est cuit. Émilie l'a dit très justement, puisque au-delà de 10% du montant du capital, en règle générale, les gens ont 500, 1000 euros de capital, ils ont droit à 100 euros par an, ce qui est extraordinaire, merci l'État. On peut dire que c'est cuit, puisque tout le reste va être assimilé à un avantage en nature, comme un salaire, et donc seront soumis à cotisation sociale. Donc déjà, on peut écarter d'emblée URL et SARL pour ces raisons-là. J'avais fait une vidéo où on voyait que le système était valable à partir de 370 000 euros, je crois, par an. Donc, des sommes que tout le monde se donne, bien évidemment, oui, chaque année, évidemment. sous forme de dividendes. C'est connu, les entreprises ont ça en minimum, hein, toutes. Bien évidemment, tous, sans exception. Maintenant, la grande question, elle est sur les dividendes, sur les SASU. Et en règle générale, SASU impôt sur les sociétés, puisque SASU impôt sur le revenu, ça n'a rien à voir non plus, il n'y a pas de dividendes à proprement parler, c'est encore un autre système qui se met en route. Donc, les SASU, on peut trouver un équilibre. Mais quand tu commences à avoir un équilibre, ça veut dire que tu ne peux pas faire pencher tout d'un côté ou de l'autre. Généralement, c'est les petits compléments qui se mettent simplement pour donner un peu plus de cash, un peu plus de performance financière à la rémunération. Mais avant, j'aurais tendance à dire, premièrement, il faut éviter la taxe PUMA, il faut s'être donné effectivement suffisamment de quoi pour toucher les indemnités journalières, avoir validé ses trimestres de retraite. Donc, il y a encore un certain nombre de choses à faire. Et puis, le point que tu disais très justement, je reprends mon tableau de tout à l'heure, c'est que autant les salaires donnent, par exemple, une baisse de l'impôt sur les sociétés, autant les dividendes se distribuent après impôt sur les sociétés. Ça veut dire que ça ne va pas venir en moins de la base imposable à l'impôt sur les sociétés. Et c'est pour ça qu'il faut mesurer. Pour faire ultra simple, en règle générale, les gens qui ont déjà des bons revenus, qui veulent rester absolument dans un format de SAS ou de SASU à l'impôt sur les sociétés, parce qu'ils sont assimilés salariés, peut-être qu'ils ont un problème de santé, qu'ils ne peuvent pas passer dans le cas des travailleurs non salariés, et qu'ils veulent plus de rémunération, qu'ils ont déjà tout validé, trimestre de retraite, tout, absolument tout. C'est-à-dire, pour faire simple, qu'ils touchent approximativement au moins le plafond de la sécurité sociale, par exemple, ce qui donne de grosses cotisations sociales. Après, on gâche un peu d'argent, hein, parce qu'après, c'est la solidarité qui se met en route, et là, tout ce qu'on verse, après, ça ne tombe quasiment pas dans sa poche. Et donc là, les dividendes commencent à prendre leur importance. Donc là, en règle générale, avant de se lancer à se distribuer des dividendes de façon significative, je pense que ça vaut le coup de regarder son état, tout simplement, de ce qu'on valide ou pas comme trimestre de retraite, etc., de savoir s'il y a la performance dans ce que l'on verse, puisque en France, on peut verser les cotisations sociales, mais de façon quasi infinie, mais les prestations sociales vont être bloquées. Et donc, dès qu'on dépasse ce fameux plafond, approximativement 36-40 000 euros par mois, eh bien, on peut dire que les dividendes, en règle générale, reprennent le dessus directement. Très clair. Émilie, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur ce sujet des dividendes. Alors, sur les dividendes, pas spécialement, mais plus sur le sujet que Patrick a abordé concernant un peu l'optimum à trouver. L'idée, c'est de se dire qu'on fait ça, on cotise à son régime obligatoire tant qu'il le faut, et au-delà, l'idéal, c'est de faire son propre régime finalement, et de cotiser pour soi-même. Et là, on a en interne qu'il faut pour éventuellement réaliser quelques simulations et puis du conseil sur les prévoyances et les complémentaires à souscrire chez Dux Patrimoine.
Peut-être que Clément, si tu es dans le coin, peut-être tu peux mettre un lien dans le chat vers les simulateurs. Si tu les as à portée de main, ça serait chouette. Je dis ça à Clément, je sais pas s'il m'entend, mais s'il m'entend, il va essayer de vous mettre ça dans le chat, c'est promis. Top. Moi, il y avait un autre sujet que j'avais en tête. Ah, merci Clément, top. Il y avait un autre sujet que je voulais aborder, mais en réalité, on va pas avoir le temps de traiter toutes les questions si on le fait. Twitch. Donc, je vous propose, et Émilie, Patrick, ça vous dit, je vous réinvite une prochaine fois sur Twitch et on parlera de la holding. C'est un peu la next step dans la rémunération, c'est d'aller chercher ensuite potentiellement de l'amélioration patrimoniale et voir dans quelle stratégie on se place pour optimiser avec sa holding. Et du coup, si ça vous dit, donc on se retrouvera pour planifier ça. Et puis, 2-3 questions qui sont dans le chat que j'ai volontairement tout à l'heure pas traitées pour qu'on y revienne maintenant. On a Localhost qui nous demande il nous dit bonjour tout le monde, si on a fait une domiciliation, est-ce qu'on peut quand même trouver une optimisation en cas de télétravail complet? Alors, a priori, si je dis pas de bêtises, ça n'a pas d'impact. Que tu télétravailles ou pas, que tu aies une fonction de salarié, télétravail, ta boîte chez toi, il n'y aura pas d'impact sur la mise à disposition d'une partie de chez toi contre un loyer. Voilà. Émilie, Patrick, n'hésitez pas à me contredire. Hein. Ouais, non, c'est bon. C'est bon, j'ai pas dit de bêtises. Ouais, ce que j'avais cru comprendre, moi, c'est qu'il y avait une domiciliation qui était peut-être, tu sais, une adresse boîte aux lettres, et qu'il travaillait par ailleurs de l'autre côté. Et dans ces cas-là, ça peut avoir un impact sur la CFE. Voilà. Ah oui, effectivement. Si on a une domiciliation et que l'on veut effectivement travailler d'un autre endroit, par exemple chez soi, ça veut dire qu'on va devoir ouvrir un établissement ou alors transférer ce qu'on avait domicilié en siège social et établissement principal à l'autre endroit. Donc ça va faire des frais. Donc dans ce cas-là, il faut quand même se poser la question avant de le faire. Et effectivement, sinon tu vas avoir 2 établissements et tu vas payer 2 CFE. Ou prendre un risque fiscal. Voilà. Et si, dans le cas de figure où tout simplement tu as ta domiciliation, ok, tu travailles chez toi, mais tu n'entends pas forcément refacturer la convention de domiciliation, dans ce cas, tu es tranquille, il n'y a pas. C'est gratuit. Parfait. C'est gratuit. On a Cassiane, Patrick, qui a une question pour toi. Est-ce que tu as une manière d'optimiser la récupération d'argent sur des abonnements professionnels, les abonnements téléphoniques? Parce qu'il a 5 lignes téléphoniques. Et a priori tout en abonnement pro. Et donc, est-ce qu'il y a une astuce pour récupérer ça de manière optimale? Alors, moi je connais quand tu as du privé pour passer en professionnel. Et généralement, tous les opérateurs te font payer 20% de plus sous prétexte que tu récupères la TVA. Et donc, moi, l'astuce que je connais, tu restes en privé, mais tu changes ta carte bleue en mettant la professionnelle, tu rajoutes dans l'adresse directement sur Internet le nom de ta société que tu rajoutes devant ton numéro de rue et ta rue, et ça y est, c'est bon, la facture, elle est au nom de la société. Et comme ça évite les 20% de majoration, et on récupère la TVA de surcroît. Donc, c'est juste bonus, puisque, on ne va pas se mentir, le fait de rajouter 20%, c'est du vol, ni plus ni moins, de la part des opérateurs téléphoniques. Et moi, à titre particulier, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui justifiait cet écart. Je me suis dit, est-ce que quand ils téléphonent, ils entendent mieux? Enfin, à un moment donné, tu t'en viens à te poser des questions bêtes. Hein. Alors, c'est complètement faux. C'est du pipeau total. C'est du pipeau total. Tu n'es pas mieux soigné. Les services ne sont pas mieux. En France, on a quand même la chance d'avoir un service téléphonique qui est plutôt de qualité, mais il n'est pas mieux en ayant une société où, dans ces cas-là, il faut faire comme Doux, avoir des lignes complètement dédiées avec des gigaoctets et compagnie. Et puis là, on pleure au moment où on reçoit sa note téléphonique. Hein. C'est plus la même. Hein. Une autre question de MyRock. Pour se vendre du matériel, comment s'appelle le document à fournir pour justifier la vente? Parce que, en tant que particulier, je ne peux pas faire de facture. Comment je fais du coup? On utilise ce genre de choses, là. Ça s'appelle un papier. Et puis un stylo, puis on fait une addition. Alors non, on peut aussi utiliser Excel, bien évidemment, on peut faire ce qu'on a envie, mais on ne peut pas faire de facture à proprement parler en tant que particulier. On fait juste une note récapitulative. Si on utilise Doux, on le colle directement en note de frais et le tour est joué. C'est terminé, on n'en parle plus. Et MyRock,
On a proposé un modèle, on peut le trouver assez facilement en tapant attestation de vente Dougs sur Google. Vous tomberez sur la page où il y a juste à faire le copier-coller. Ah, mais on a Clément dans l'oreillette. Peut-être que Clément peut trouver le lien vers ce modèle d'attestation pour nous le mettre dans le chat. Si Clément, tu peux faire ça, vraiment, ça serait génial. J'en profite, parce que MyRock parle de facturation. Évidemment, vous allez devoir faire des factures, les gars. Vous créez votre boîte et tout, vous allez faire une facture. Alors, je dis les gars, mais attention, je parle de tout le monde. On inclut, il n'y a pas de problème ici. On a un outil de facturation chez Dougs qui est juste incroyable. Il fait les devis, il les transforme directos en facture. Tout ça, vous pouvez relier à la compta. C'est parfait. Il y a toutes les mentions. Vous pouvez attacher vos CGV. On a encore vu hier dans une actu que si on ne mettait pas ces infos correctement, on pouvait se faire attraper parce qu'on n'avait pas mis les bonnes infos dans ces factures et ces CGV. Ne faites pas n'importe quoi avec ça. C'est complètement gratuit. C'est compatible avec la PDP. Patrick, il en a parlé dans sa vidéo. Ça veut dire que quand on va passer à la facture électronique obligatoire, vous n'aurez pas le choix. Vous allez avoir besoin d'outils de qualité comme ça. Donc, profitez-en, c'est gratuit. L'outil de facturation de Dougs, il ne faut vraiment pas hésiter. Je regarde si j'ai oublié une question ou deux. Tac, ça c'était sur les charges. Si France Travail vérifie les avis d'impôt, il vaut aussi le fait d'avoir un revenu immobilier issu de la location de son entreprise. OK pour les dividendes. Alors, c'est différent, c'est pas un revenu soumis à cotisation de sécurité sociale. C'est ce qui change tout. Sur les dividendes, c'est très assimilé à j'aurais pu me payer sur ma société et je ne l'ai pas fait volontairement. Et c'est plutôt là-dessus qu'ils vont vous rattraper. Non. Et puis rien ne t'interdit d'être propriétaire foncier, de louer à d'autres personnes autres que toi. Or, dans la déclaration d'impôt sur revenu, un revenu foncier, on ne sait pas à qui il est. Impossible. Super. Clément, je demandais on a apparemment un modèle d'attestation de vente chez Dougs. Donc tu peux le trouver normalement si tu tapes dans Google attestation de vente. Voilà, si tu le trouves et que tu peux le mettre dans le chat, c'est super. Je te remercie. Bonjour, je suis chez Dougs. J'aurai mon bilan en septembre et j'ai l'ARE jusqu'au mois de novembre. J'ai eu Pôle emploi qui m'a dit par mail que je peux me distribuer des dividendes avec ma SASU à l'IS. Du coup, est-ce que vous me le recommandez de le faire? Peut-être après le mois de novembre, tout bêtement. Hein. Le temps de faire le bilan 30 septembre. Alors, nous, on est très rapide, mais il suffit effectivement de faire l'Assemblée générale après le 30 novembre et c'est réglé. Hein. Voilà. Si tu as un écrit de France Travail, après, c'est toujours bien, hein, ça te protège. Mais je n'y crois pas une seule seconde. Mais c'est un mail. Hein. Une éternité qu'on souhaite en avoir, et bien évidemment, il n'y a personne qui se mouille. Et même s'il y en avait un, celui qui arrive après, ça ne concerne pas. Non, jamais de la vie. La position prudente, la position à suivre, c'est celle de Patrick. Voilà. Oui, j'attendrai même l'année suivante, moi, 2026. Si jamais il y a un contrôle, comme ça, au moins, les dividendes, ils n'apparaissent pas sur la vie d'imposition. Petite distribution 1er janvier, voilà. Pendant la digestion du réveillon, quoi. Et on va prendre une dernière question. Est-ce qu'on arrive là bientôt à la fin de ce live? Une question, Patrick, je ne sais pas si tu as l'info. Concernant l'outil de facturation, est-ce qu'il y aura bientôt un moyen de sauvegarder ces produits ou les codes produits? Alors, je ne sais pas si tu as l'info, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je peux faire remonter cette question aux personnes qui gèrent notre outil de facturation, qui le développent, pour qu'on... Voilà. Prévu, David. En fait, de façon très concrète, on avait lancé il y a quelques années le système de la facturation sans une conviction très importante. Et depuis qu'on sait désormais qu'on est PDP, nous, c'est-à-dire compatible, reconnu par l'État comme étant un fournisseur et un récepteur de factures, eh bien, on a mis une squad dessus et notre produit, tous les mois, va avoir des améliorations successives pour justement permettre à tout le monde. Donc, si vous avez des demandes, n'hésitez pas, envoyez-les. On a des équipes qui traitent au fur et à mesure. Notre but, on sait qu'aujourd'hui, on se situe vers la moyenne haute des applications entre gratuites et payantes. Demain, on va être le numéro 1 en termes de technicité, etc. Donc, c'est une histoire sans doute d'1 an pour atteindre ce niveau, mais on l'aura, quoi qu'il arrive, d'une façon ou d'une autre. Et ce qui est vraiment très cool, c'est que nous, on est une communauté d'entrepreneurs. Et n'hésitez pas effectivement à nous faire ces retours, même via le chat sur dougs.fr. Hein. Vous pouvez nous faire des retours. Quand vous nous les faites sur YouTube, quand vous nous les faites
sur Twitch ou globalement sur tous nos réseaux, nous, on fait les remontées à nos équipes, mais vous pouvez le faire. Et nous, on en tient compte. Et c'est ça aussi la richesse de pouvoir travailler avec nous et avec les équipes qui nous permettent de développer tous ces outils. Émilie, Patrick, on arrive à la fin de ce live. Comme on s'en doutait, on a dépassé un petit peu le chrono qu'on s'était mis. Mais c'était, en tout cas, moi je trouvais ça hyper intéressant. Merci à toutes les personnes qui ont suivi ce live. N'oubliez pas, vous pouvez suivre la chaîne, c'est complètement gratuit. Vous mettez un petit follow, ça nous fait plaisir. Vous pouvez même vous abonner à la chaîne, c'est déductible de l'IS si vous le faites avec votre société. Donc voilà, je vous donne encore des astuces de déduction fiscale, moi, jusqu'au bout. Vous avez un code qui vous fait une remise sur votre créa dans la bio de la chaîne. Pareil, vous n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton. Et puis, vous nous retrouvez sur YouTube, sur nos réseaux. Vous n'hésitez pas. Il nous reste à vous souhaiter le meilleur. Les gens vous remercient dans le chat, Émilie et Patrick. Merci à vous. C'est vous. On se dit à très vite chez Doux. Ciao, ciao. Salut.